Lorsque Elena Antunes achète une ferme abandonnée, elle s'attend à de simples travaux de rénovation. Au lieu de cela, elle trouve Miguel, un garçon qui n'a pas vieilli en 15 ans, attendant quelqu'un qu'il jure être elle. Au fur et à mesure que des souvenirs perdus refont surface, Elena découvre une vérité plus incroyable qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Où regardez-vous depuis aujourd'hui? Elena Antunes tapait ses ongles manucurés sur le volant en cuir de son SUV de luxe en descendant le chemin de terre poussiéreux. Le GPS avait perdu le signal 20 minutes auparavant et elle commençait à se demander si elle avait fait un mauvais virage. À 45 ans, Elena était habituée au chaos organisé du quartier d'affaires de Sao Paulo. Pas assez route de terre sinueuse, entourée de rien d'autre que des terres agricoles. « Ça vaut mieux le coup », murmura-t-elle en ajustant ses lunettes de soleil de marque. En tant que PDG d'Antunes Developments, Elena avait bâti sa réputation sur des investissements intelligents et des risques calculés. La ferme abandonnée qu'elle avait achetée à l'aveugle aux enchères devait être une simple opération de retournement. Acheter à bas prix, rénover et vendre cher aux citadins à la recherche de week-ends à la campagne. Son assistante s'était occupée de la plupart des détails, ne lui montrant que des photos de collines vallonnées et d'une charmante ferme, quoique délabrée. Lorsque le panneau en bois usé indiquant « Fazenda Santa Clara » apparut enfin, Elena poussa un soupir de soulagement. Elle tourna sur une route encore plus étroite, bordée d'anciens manguiers, qui formaient une canopée au-dessus. La ferme apparut lorsqu'elle négocia la dernière courbe. Elle était plus grande qu'elle ne l'avait prévu, une structure coloniale, à 2 étages, avec une peinture blanche écaillée et un porche enveloppant. Des jardins envahis par la végétation l'entouraient, et au-delà se trouvaient des champs reconquis par de hautes herbes et des dépendances dispersées dans divers états de délabrement. « Ça a vraiment besoin de travaux », dit Elena, à elle-même alors qu'elle se garait et sortait de la voiture. Le soleil de l'après-midi était chaud sur ses épaules alors qu'elle montait les marches grinçantes du porche. Elle sortit la clé ancienne de son sac à main et s'approcha de la porte d'entrée. Quelque chose la fit hésiter. Une assiette sale était posée sur la balustrade du porche, avec des miettes encore fraîches à sa surface. Elena fronça les sourcils. La propriété était vacante depuis des années selon les documents de vente. Peut-être que des adolescents du coin l'utilisaient comme lieu de rencontre. Elle prit mentalement note de vérifier les options de sécurité. La clé tourna difficilement, dans la serrure rouillée. À l'intérieur, la maison était figée dans le temps. Papier peint floral délavé, vieux meubles drapés de draps poussiéreux et l'odeur persistante d'un lieu longtemps fermé. Elena traversa les pièces, calculant mentalement les coûts de rénovation et prenant des notes sur son téléphone. Malgré son état, la maison avait de bonnes fondations. Haut plafond, plancher de bois franc sous des couches de poussière et grandes fenêtres qui inonderaient les pièces de lumière une fois correctement nettoyées. Elena ressentit un étrange sentiment de familiarité en errant de pièce en pièce, ce qu'elle écarta comme un déjà-vu. En retournant sur le porche, elle remarqua des empreintes de pas dans le chemin de terre menant vers l'une des dépendances, une grande grange à la peinture rouge délavée. Les empreintes de pas semblaient fraîches et petites, comme celles d'un enfant. « Bonjour » appela Elena. « Y a-t-il quelqu'un » Seuls les gazouillis des oiseaux lui répondirent. Suivant les empreintes de pas, Elena se dirigea vers la grange. La grande porte en bois était entr'ouverte et elle hésita avant de la pousser plus largement. « Je suis la nouvelle propriétaire », annonça-t-elle, essayant de paraître autoritaire malgré le malaise qui grandissait dans son estomac. « Si quelqu'un est là, veuillez sortir maintenant. » Un bruit de bruissement provenait de l'intérieur ombragé. Elena plissa les yeux, tandis que ses yeux s'habituaient à la faible lumière. Des équipements agricoles, vieux et rouillés, bordaient les murs. Des balles de foin, étonnamment fraîches, étaient empilées dans un coin. Puis elle le vit, une petite silhouette, debout derrière un vieux tracteur. Un garçon pas plus de 10 ans, avec les joues tachées de terre et les yeux méfiants. Il serrait un morceau de pain dans sa petite main. « Que faites-vous ici » demanda Elena, gardant sa voix douce malgré sa surprise. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il l'étudia avec une intensité qui mit Elena mal à l'aise. « J'habite ici, dit-il enfin. J'attends que la donna da fazenda revienne. » Elena fit un pas prudent en avant. « Mais je suis la propriétaire maintenant. Je viens d'acheter cet endroit. Qui attendez-vous »
Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement. Il prit une petite bouchée de son pain avant de répondre. La señora. Vous ne vous souvenez tout simplement pas. Un frisson parcourut l'épine dorsale d'Elena malgré la chaleur. Comment vous appelez-vous? Miguel, répondit-il. Miguel, où sont tes parents? Savent-ils que tu es là? Le garçon baissa les yeux sur ses baskets usées. J'attends, depuis longtemps. Elena sortit son téléphone avec l'intention d'appeler les autorités locales, mais il n'y avait pas de signal. Elle devrait retourner en ville. Tu dois venir avec moi, dit-elle fermement. Nous devons trouver ta famille. Miguel secoua la tête. Je ne peux pas partir, j'ai promis que je resterai jusqu'à son retour. Qui? Qui attendez-vous? La dame avec le collier papillon. La main d'Elena vola à sa gorge, où un pendentif papillon en argent pendait à une chaîne. Un bijou qu'elle avait depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait, mais dont elle ne se rappelait pas avoir reçu. Elle le rangea rapidement sous son chemisier. « Comment connais-tu mon collier ?» Miguel la fixa simplement, comme si la réponse devait être évidente. « Écoutez, il n'est pas sûr pour un enfant d'être seul ici, » dit Elena, retrouvant son calme. « Vous devez venir avec moi en ville. »« Je ne suis pas seul, » répondit Miguel. « Il y a Donna Conceição à la maison en bas de la route. Elle m'apporte de la nourriture parfois. » Le soulagement envahit Elena. Au moins, il y avait un adulte impliqué. « Alors on va voir Donna Conceição. » Miguel hocha la tête à contre-cœur et suivit Elena dehors. Alors qu'ils marchèrent vers sa voiture, Elena remarqua plus de détails sur le garçon. Ses vêtements étaient des propres mais usés. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coupés. Il n'avait pas l'air négligé, juste déplacé. « Depuis, combien de temps restez-vous ici ?» demanda-t-elle alors qu'il montait dans le SUV. « Depuis l'accident, » dit-il en bouclant sa ceinture de sécurité avec aisance. « Quel accident ?» Mais Miguel était resté silencieux, fixant la ferme par la fenêtre, comme pour mémoriser ses détails. Suivant les indications de Miguel, Elena conduisit 1 kilomètre plus loin sur la route jusqu'à un petit chalet bien entretenu. Une femme âgée était en train de pendre du linge dans la cour. Quand elle vit le SUV s'approcher, elle s'arrêta, son expression passant de la curiosité au choc lorsque Miguel sortit. « Miguel, que fais-tu » La femme se précipita vers eux, s'essuyant les mains sur son tablier. « Donna Conceição, » dit Miguel. « C'est la señora. Elle est revenue, mais ne se souvient pas. » La vieille femme se figea, les yeux se déplaçant entre Miguel et Elena. « Me Deus » murmura-t-elle en faisant le signe de la croix. « Je suis Elena Antunes, » dit Elena en tendant la main. « Je viens d'acheter la ferme Santa Clara. J'ai trouvé ce garçon là-bas et... »« Elena » interrompit Conceição, la voix tremblante. « Elena Mendes ?»« Non, Elena Antunes, » corrigea-t-elle. « Je suis de Sao Paulo. » Conceição la fixa avec une intensité qui égalait celle de Miguel. « Entrez, » dit-elle enfin. « Nous devons parler. » À l'intérieur, du chalet qui était impeccablement propre et sentait le pain frais, Conceição envoya Miguel se laver. Lorsqu'elles furent seules, la vieille femme étudia le visage d'Elena. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « La ressemblance c'est impossible. Je suis désolée, mais je ne comprends pas ce qui se passe ici, » dit Elena, sa patience s'épuisant. « Qui est Miguel? Pourquoi était-il sur ma propriété? Et qui? Ted Elena Mendes ?» Conceição alla au vieux buffet et en sortit un album photo. Elle le feuilleta les mains tremblantes jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. « Voici, » dit-elle en faisant glisser l'album sur la table vers Elena. Elena baissa les yeux sur une photographie délavée et sentit le monde basculer autour d'elle. La photo montrait une femme debout sur le perron du domaine de Santa Clara, le bras autour d'un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 5 ans. La femme aurait pu être la sœur jumelle d'Elena. Même cheveux noirs, mêmes yeux, même sourire, et autour de son cou, un collier en argent en forme de papillon. « C'est Elena Mendes », dit Conceição doucement. Elle possédait Santa Clara il y a 15 ans, et ce garçon avec elle, c'est son fils, Miguel. Elena leva les yeux brusquement. « C'est impossible. Le Miguel que j'ai trouvé a environ 10 ans. » Conceição hocha la tête. « Oui, et il a 10 ans depuis 15 ans. » Un froid glacial s'installa dans l'estomac d'Elena. Que voulez-vous dire? Elena Mendes et son fils sont morts dans un accident de voiture en rentrant au domaine Il y a 15 ans, dit Conceição les larmes aux yeux. Ou du moins, c'est ce que nous avons tous pensé. Elena se leva brusquement. C'est ridicule,
Ce garçon est en chair et en os. Je lui ai parlé, je l'ai conduit ici dans ma voiture. » Le bruit de pas les fit toutes les deux se retourner. Miguel se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage fraîchement lavé. Il regardait Elena avec des yeux pleins d'espoir. « Vous ne vous souvenez vraiment pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elena se sentait étourdie. Cela ne pouvait pas arriver. Il devait y avoir une explication rationnelle. « Je dois passer quelques coups de fil, » dit-elle en sortant pour essayer d'avoir du réseau. Alors qu'elle se tenait dans la cour de Conseilson, le soleil de l'après-midi chaud sur son visage, des souvenirs commencèrent à refaire surface. Des fragments d'abord, comme des morceaux, d'un rêve oublié. La sensation de la main d'un enfant dans la sienne. Le son de rire résonnant à travers le vieux domaine. L'odeur du pain frais qui cuit dans la cuisine. Elena serra son collier en forme de papillon, se souvenant soudainement d'une nuit pluvieuse, des phares dans l'obscurité, le crissement des freins, puis plus rien. À l'intérieur du chalet, Miguel regardait par la fenêtre, attendant patiemment, comme il l'avait fait pendant 15 ans, que sa mère se souvienne de qui elle était et rentre à la ferme. Et à ce moment-là, alors que des fragments de sa vie passée commençaient à se réassembler dans son esprit, Elena Antunes, autrefois Elena Mendes, sentit une vérité qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle savait pourtant être réelle. Elle avait enfin retrouvé son chemin vers la maison. Elena était assise dans sa voiture devant le chalet de Dona Conceição, les mains tremblantes sur le volant. Elle s'était poliment excusée, prétendant qu'elle devait passer des appels professionnels en privé, mais en réalité, elle avait besoin d'espace pour réfléchir. La photographie d'Elena Mendes l'avait bouleversée. Ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était comme se regarder dans une photo dont elle ne se souvenait pas avoir prise. « C'est fou », murmura-t-elle. « Il doit y avoir une explication logique. » Elle abaissa la visière par soleil et examina son visage dans le miroir. Mêmes yeux noirs, même pommette haute, même petite cicatrice près de son sourcil droit qu'elle avait toujours cru provenir d'une chute d'enfance. Elena prit son sac à main et sortit son portefeuille. Son permis de conduire indiquait sa date de naissance, il y a 45 ans, et indiquait comme lieu de naissance São Paulo. Toute sa vie, elle avait cru être enfant unique, élevée par sa tante après la mort de ses parents dans un incendie lorsqu'elle était jeune. Mais maintenant, des fragments d'autres souvenirs affluaient. Courir à travers des champs d'herbes hautes, une cuisine remplie du parfum de la cannelle et du café, le rire profond d'un homme. Était-ce de vrais souvenirs ou juste son imagination qui lui jouait des tours après avoir vu cette photographie? Un tapotement à la vitre la surprit. C'était Miguel, son petit visage sérieux, tandis qu'il la regardait. Elena baissa la vitre. « Miguel, j'ai besoin d'un peu de temps seul. » « Tu avais l'habitude de t'asseoir comme ça dans la voiture quand tu étais contrarié, » dit-il doucement. « Tu disais que ça t'aidait à mieux réfléchir. » Un autre frisson la parcourut. Comment pouvait-il savoir ça? C'était une habitude qu'elle avait depuis des années. « Je dois passer un coup de fil, » dit-elle en essayant de garder sa voix stable. Miguel hocha la tête et recula, mais il ne partit pas. Il resta simplement là à la regarder avec ses yeux graves et patients. Elena sortit son téléphone et composa le numéro de son assistante à São Paulo. « Luisa, j'ai besoin que tu fasses des recherches pour moi, » dit-elle lorsque son assistante répondit. « Trouve tout ce que tu peux sur une femme nommée Elena Mendes qui possédait la ferme de Santa Clara il y a environ 15 ans. Et renseigne-toi sur un accident de voiture dans cette région à cette époque. Y a-t-il un problème avec la propriété, Madame Antunes ?» demanda Luisa. « Non, juste des recherches documentaires. Et Luisa, je vais rester 1 ou 2 jours de plus. Reprogramme mes rendez-vous. » Après avoir raccroché, Elena remarqua que Miguel attendait toujours. Derrière lui, Dona Conceição se tenait dans son encadrement de porte, les observant tous les deux. Prenant une profonde inspiration, Elena sortit de la voiture. « J'aimerais en savoir plus, » dit-elle à Conceição, « sur Elena Mendes et ce qui lui est arrivé. » De retour dans le chalet, Conceição servit un café fort et déposa une assiette de biscuits maison devant Miguel, qui en prit un mais semblait plus intéressé à étudier Elena. « Elena Mendes est arrivée à Santa Clara il y a presque 20 ans, » commença Conceição. Elle a acheté la ferme après la mort de son mari. Miguel n'était alors qu'un bébé. Mon père s'appelait Eduardo, dit Miguel entre 2 bouchées de biscuits. Il était architecte.
Tu as dit que j'avais ses yeux. Elena avala difficilement. S'il vous plaît, continuez, dit-elle à Conceição. Elena était différente de la plupart des citadins qui achètent des propriétés ici. Elle ne se contentait pas de venir le week-end. Elle en a fait sa maison. Elle a appris à gérer la ferme, s'est liée, d'amitié avec tout le monde en ville. Miguel est allé à l'école locale. Conceição sourit aux garçons. Tout le monde les aimait. « Alors, qu'est-il arrivé ?» demanda Elena. Le sourire de Conceição s'estompa. Ils sont allés à São Paulo pendant quelques jours. Quelque chose concernant des affaires qu'Eduardo n'avait pas terminées. En rentrant, lors d'un terrible orage, leur voiture est sortie de la route près du pont. La voiture a été retrouvée, mais sa voix s'éteignit. « Mais quoi ?» insista Elena. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. La rivière était en crue cette nuit-là, le courant était très fort. Après des mois de recherche, ils ont été déclarés morts. « Mais Miguel est là !» dit Elena. Énonçant l'évidence, Conceição la regarda longuement. « Oui, environ 1 an après l'accident, je suis venu vérifier la ferme. J'avais aidé Elena avec les jardins, et je l'ai trouvé dans la grange, tel qu'il est maintenant. Au début, j'ai cru à un miracle. Je me suis précipité vers lui, je l'ai serré dans mes bras, pleurant de joie. Mais ensuite, j'ai réalisé que quelque chose était étrange. Il parlait de sa mère comme si elle venait de sortir un instant. Il ne pouvait pas me dire comment il était arrivé là ou où il avait été. Et avec le temps, j'ai remarqué qu'il ne grandissait pas. Toujours les mêmes vêtements, toujours la même taille. Miguel termina son biscuit et regarda Elena. « Je t'attendais pour que tu rentres à la maison, » dit-il simplement. « Mais je ne suis pas... » Elena s'interrompit. Allait-elle vraiment essayer d'expliquer à cet enfant qu'elle n'était pas sa mère? Même si c'était vrai, la certitude dans ses yeux la fit hésiter. « Qu'as-tu fait tout ce temps, Miguel ?»« Je m'occupe de la ferme, » dit-il, avec fierté. « Je vérifie les clôtures et je m'assure que personne n'endommage quoi que ce soit. Je parle aux animaux qui vont et viennent. Il a été comme un gardien, » ajouta Conceição doucement. « Certains d'entre nous en ville qui connaissions la famille, nous lui laissons parfois de la nourriture. Nous avons essayé de le faire venir vivre avec nous, mais il retourne toujours à la ferme avant le lendemain matin. » Elena se frotta les tempes, sentant une migraine arriver. « Et personne n'a pensé à appeler les autorités ?» Conceição baissa les yeux sur sa tasse de café. « Nous l'avons fait au début, mais lorsqu'ils sont venus, ils ne l'ont pas vu. Seuls ceux d'entre nous qui connaissaient Elena et Miguel peuvent le voir. » Elena la fixa. « C'est impossible. La plupart des habitants du village pensent que la vieille ferme est hantée, » continua Conceição. « Ils disent qu'on peut parfois entendre un enfant rire ou voir une femme se promener dans les jardins au crépuscule. La propriété a été vendue plusieurs fois depuis l'accident, mais personne ne reste longtemps. « Sauf vous, » ajouta Miguel, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Elena. « Vous êtes restés. Je viens juste d'acheter l'endroit hier, » dit Elena. Mais même en parlant, le doute s'insinua dans son esprit. Avait-elle été attirée à cet endroit pour une raison? L'annonce immobilière avait immédiatement attiré son attention et elle avait agi avec une impulsivité inhabituelle en l'achetant. « Je dois retourner à la ferme, » dit Elena soudainement, se levant. « Je dois voir quelque chose. » Miguel sauta de joie. « Je vais tout vous montrer. Le potager a besoin de travaux, mais j'ai gardé les arbres fruitiers en bonne santé et je pense que je dois y aller seul, » interrompit Elena. Le visage de Miguel tomba et Elena ressentit une pointe de culpabilité inattendue. « Vous pouvez venir demain, » ajouta-t-elle, adoucissant le ton. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir ce soir. » Conceição raccompagna Elena à la porte. « La chambre principale est au 2e étage au bout du couloir, » dit-elle doucement. Elena tenait un journal dans le tiroir de la table de nuit. Cela pourrait vous aider à comprendre. Elena hocha la tête de manière raide. « Merci pour le café. » Alors qu'elle retournait à la ferme en voiture, le soleil couchant projetait de longues ombres sur le paysage. La beauté de l'endroit la frappa de nouveau. Des collines ondulantes, des arbres anciens, les montagnes lointaines devenant violettes au crépuscule. C'était paisible, mais vivant. De retour au corps de ferme, Elena hésita à entrer. Et si entrer signifiait accepter cette étrange histoire? Et si cela rendait l'impossible plus possible? Mais comme la nuit tombait, elle n'avait guère le choix. Elle prit son sac de voyage dans la voiture et se força à monter les marches du perron. Cette fois,
Elle remarqua des détails qu'elle avait manqués auparavant. Les motifs sculptés à la main sur les balustrades du perron, la mosaïque de morceaux de verre colorés incrustés dans le béton près de la porte, formant la forme d'un papillon. À l'intérieur, Elena actionna les interrupteurs, soulagée de constater que l'électricité fonctionnait. Elle explora de nouveau le rez-de-chaussée, cette fois avec des yeux neufs. Le salon avait des bibliothèques encastrées remplies de romans, d'ouvrages d'histoire et d'albums photos. La cuisine avait des casseroles en cuivre suspendues au-dessus d'un grand poêle à bois. Tout était recouvert de poussière, mais il était facile d'imaginer la maison dans son apogée. Chaleureuse, habitée, aimée. Une photo encadrée accrochée au mur du salon attira son attention. Elle montrait Elena Mendes, ou était-ce elle-même, debout devant le corps de ferme avec un homme grand et beau, le bras autour des épaules. Miguel était perché sur l'autre bras de l'homme, tous les trois riant de quelque chose. Au-delà de l'appareil photo, « Eduardo », murmura Elena, tendant la main pour toucher le visage de l'homme à travers le verre poussiéreux. À l'étage, elle trouva la chambre principale exactement là où Conceição l'avait dit. La pièce était grande, mais avec un lit à baldaquin et des fenêtres du sol au plafond qui offraient des vues imprenables à la lumière du jour. Des rideaux délavés à motifs floraux s'accordaient à la couvre-lit. Elena posa son sac et s'approcha de la table de nuit, une pièce antique aux sculptures complexes. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, ses pages jaunies par le temps. Elena le prit et s'assit au bord du lit. La première entrée datait de 20 ans auparavant. Eduardo et moi avons finalisé l'achat de la ferme aujourd'hui. Il pense que je suis folle de vouloir vivre si loin de la ville, mais ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a vu l'atelier dans la vieille grange. Il a déjà des projets pour le transformer en atelier d'architecture. Miguel a couru dans toute la maison, réclamant des chambres et inventant des jeux. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Peut-être que cet endroit nous aidera à guérir. Elena tourna les pages, lisant entrée après entrée qui relatait une vie dont elle ne se souvenait pas avoir vécu. Le journal décrivait la rénovation de la maison, la plantation de jardin, l'amitié avec les voisins. Il parlait de Miguel commençant l'école, des projets d'architecture d'Eduardo, des dîners et des dimanches paresseux. Puis les entrées sont devenues plus sombres. Les maux de tête d'Eduardo s'aggravent. Le médecin du village dit que nous devons consulter un spécialiste à São Paulo. J'essaie de ne pas montrer à Miguel à quel point je suis inquiète. Plusieurs pages plus loin, nous avons enterré Eduardo aujourd'hui. Miguel m'a serré la main si fort que j'ai cru que mes doigts allaient se briser. Le médecin a appelé ça un anévrisme, soudain, imprévisible. Comment dire, à un enfant de 5 ans que parfois il n'y a pas de réponse, pas de raison. Comment l'élever seul dans cette grande ferme qui devait être notre rêve familial? Elena essuya des larmes sur ses joues, ressentant le chagrin comme si c'était le sien. Elle continua à lire tandis que le journal décrivait la lutte d'Elena Mendes pour maintenir la ferme, sa détermination à offrir une bonne vie à Miguel, et enfin des entrées concernant des problèmes juridiques avec la famille d'Eduardo. Les parents d'Eduardo contestent le testament. Ils ne m'ont jamais approuvé. Et maintenant ils prétendent qu'Eduardo n'était pas dans son bon sens lorsqu'il a tout laissé à Miguel et à moi. Nous devons aller à São Paulo la semaine prochaine pour l'audience. Je déteste l'idée de quitter la ferme même pour quelques jours. Cet endroit est devenu notre sanctuaire. La dernière entrée était brève. Retour à la maison demain. Le juge a statué en notre faveur. Les parents d'Eduardo étaient furieux. Sa mère a même menacé de faire en sorte que je disparaisse si je ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. Mais c'est fini maintenant. Miguel est impatient de dormir à nouveau dans son propre lit. Retour à Santa Clara où nous appartenons. Elena ferma le journal, l'esprit bouillonnant. Le lendemain, selon Conceição, Elena Mendes et Miguel étaient morts dans l'accident de voiture. Ou bien? Se levant, Elena s'approcha de la fenêtre et regarda la ferme au clair de lune. Était-ce possible? Pouvait-elle réellement être Elena Mendes, ayant survécu à l'accident d'une manière ou d'une autre, mais ayant perdu la mémoire? Avait-elle vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant 15 ans, tandis que son fils l'attendait patiemment? Un mouvement près de la grange attira son attention. Au clair de lune argentée, elle put distinguer une petite silhouette, Miguel, marchant le long du périmètre de la propriété lors de ses rondes nocturnes, le fidèle gardien de la ferme. Et à ce moment-là, regardant l'enfant qui prétendait être son fils,
Elena sentit quelque chose remuer au plus profond d'elle. Un sentiment de reconnaissance, de connexion. Un sentiment que, contre toute logique et raison, elle était enfin rentrée à la maison. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Louisa, son assistante. « Madame Antunes, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. » « À propos de cette propriété, » dit Louisa, la voix tendue. La précédente propriétaire, avant que la banque ne prenne possession, était Elena Mendes. Elle et son fils ont été déclarés morts il y a 15 ans, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Et voici la partie vraiment étrange. La belle-mère d'Elena Mendes était Béatrice Antunes. Elena sentit ses genoux faiblir. « Antunes ? Ma tante s'appelait Béatrice. »« Il y a plus, » continua Louisa. « J'ai trouvé des articles de journaux sur l'accident. Certaines personnes soupçonnaient une intervention criminelle parce que Elena Mendes venait de gagner une bataille juridique contre la famille Antunes concernant l'héritage de son mari. Le téléphone faillit lui échapper des mains lorsque les implications la frappèrent. « Louisa, j'ai besoin que vous m'envoyiez tout ce que vous avez trouvé. Et ne dites à personne où je suis. » En terminant l'appel, Elena regarda, à nouveau par la fenêtre, la petite silhouette de Miguel au clair de lune. Si elle était vraiment Elena Mendes, cela signifiait que le garçon n'était pas un fantôme. C'était son fils. Et quelqu'un, peut-être la propre famille de son mari, avait essayé de les tuer tous les deux. La question était maintenant, que s'était-il réellement passé cette nuit-là il y a 15 ans, et qui avait transformé Elena Mendes en Elena Antunes? Elena a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images lui traversèrent l'esprit. Une route sinueuse sous la pluie, des phares coupant les ténèbres, la voix effrayée d'un enfant et de l'eau tellement d'eau. Elle se réveillait en haletant comme si elle s'était noyée. Le matin, elle avait pris une décision. S'il y avait la moindre chance qu'elle soit Elena Mendes et que Miguel soit son fils, elle devait découvrir la vérité. Elle prit une douche et s'habilla, puis descendit. À sa grande surprise, la cuisine était remplie de l'arôme du café frais. Miguel était assis à la vieille table en bois, un verre de lait et une assiette de pain au fromage devant lui. « Bonjour », dit-il avec un large sourire. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai apporté de la nourriture de chez Donna Conceição. » Elena observa la scène domestique qui se déroulait devant elle. « Comment êtes-vous entré ?» Miguel haussa les épaules, de la même manière que je le fais toujours. Il poussa une tasse de café vers elle. « Je me suis souvenu que vous l'aimiez noir, sans sucre. » Elena prit prudemment la tasse. Le café était effectivement exactement comme elle le préférait. Une autre coïncidence. Elle commençait à douter que de telles choses existent. « Miguel, nous devons parler de ce qui s'est passé la nuit de l'accident. » L'expression du garçon devint sérieuse. « La nuit où nous rentrions de Sao Paulo. »« Oui. Peux-tu me dire ce dont tu te souviens ?» Miguel baissa les yeux sur son pain en détachant un petit morceau. Il pleuvait très fort. Vous étiez inquiète que la route soit glissante. Nous étions presque arrivés quand une voiture, derrière nous, a commencé à rouler très près. Elena sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Cela correspondait aux fragments dont elle se souvenait. Ensuite, que s'est-il passé? La voiture a essayé de nous doubler sur le pont. Elle a percuté notre voiture et nous avons traversé la balustrade. Je me souviens de la chute. Et l'eau était si froide. La voix de Miguel trembla légèrement. Vous avez débouclé ma ceinture et m'avez dit de vous tenir. La voiture se remplissait d'eau. Vous avez cassé la vitre et nous avons nagé pour sortir. Le courant était fort. Je n'ai plus pu vous tenir. La dernière chose dont je me souviens, c'est que vous appeliez mon nom. Puis je me suis réveillé dans la grange. Miguel leva les yeux remplis de larmes. Je vous attendais depuis que vous êtes revenu. Elena sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la petite main de Miguel dans la sienne. Elle était solide et chaude, pas du tout comme un fantôme. « Je suis tellement désolée d'avoir mis autant de temps, » murmura-t-elle, ne comprenant pas tout à fait pourquoi elle disait cela, mais sachant que c'était la bonne chose à dire. Le visage de Miguel s'illumina. « Vous vous souvenez ? Pas de tout, » admit Elena. « Juste des fragments. Mais je veux me souvenir de plus. » Après le petit déjeuner, le téléphone d'Elena vibra. C'était un courriel de Louisa. Elle avait envoyé des coupures de journaux sur l'accident, des documents juridiques concernant le litige sur l'héritage et surtout
Un certificat de décès pour Elena Mendes, signé par un docteur Victor Santos. Miguel, connais-tu le docteur Santos? Demanda Elena. Le garçon hocha la tête. C'était un ami d'Eduardo de la fac. Il venait parfois dîner. Elena prit une décision rapide. Je pense que nous devrions lui rendre visite. Utilisant l'adresse que Louisa avait trouvée, Elena se rendit à une modeste clinique de la ville la plus proche de la ferme. Le docteur Santos, aujourd'hui sexagénaire aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, leva les yeux de son bureau lorsque son infirmière les fit entrer. Son visage pâlit lorsqu'il vit Elena. « Mon Dieu » murmura-t-il, se levant si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. « Ce n'est pas possible. »« Bonjour, docteur Santos » dit Elena calmement. « Je crois que vous avez signé mon certificat de décès il y a 15 ans. » Le docteur regarda Elena, puis Miguel, et de nouveau Elena. « Le garçon, il n'a pas pris une ride. Je veux savoir ce qui s'est passé, dit Elena. Je veux savoir pourquoi j'ai vécu à São Paulo pendant 15 ans sans aucun souvenir de ma vie en tant qu'Elena Mendes. » Le docteur Santos s'affaissa de nouveau sur sa chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, tous les deux. » Une fois installé, le docteur ôta ses lunettes et se frotta les yeux. « Je n'ai jamais cru que vous étiez morte dans cet accident. La rivière a été fouillée pendant des semaines, mais aucun corps n'a été retrouvé. Cela m'a semblé étrange. »« Alors pourquoi avez-vous signé le certificat de décès ?» demanda Elena. « Parce que Béatrice Antunes est venue me voir avec des preuves, que vous vous étiez toutes les deux noyées. Des photos de la voiture récupérées, des rapports officiels. Elle avait des liens avec le chef de la police locale. Tous les papiers semblaient légitimes. » Il soupira lourdement. « J'avais des doutes, mais elle était très persuasive. Et c'était la mère d'Eduardo, après tout. Je n'avais aucune raison de la soupçonner de quoi que ce soit de malveillant. »« Vous a-t-elle menacé ?» demanda Elena. Le docteur Santos parut surpris. « Non, rien de tel. Elle semblait vraiment accablée de chagrin. » Il fit une pause. « Mais environ 3 mois après l'accident, j'ai vu quelque chose qui m'a fait remettre tout en question. » Qu'est-ce que c'était? Elena se pencha en avant. « J'étais à un congrès médical à São Paulo. J'ai vu une femme être conduite dans un établissement psychiatrique privé. Une femme qui vous ressemblait exactement. Elle semblait désorientée, presque catatonique. J'ai essayé de m'approcher, mais la sécurité m'a arrêté. Lorsque j'ai demandé qui elle était, on m'a dit qu'il s'agissait d'Elena Antunes, une parente de Béatrice qui avait subi une dépression nerveuse après avoir perdu sa famille dans un incendie. » Elena sentit un frisson la parcourir. Elle a créé une nouvelle identité pour moi. J'ai essayé d'enquêter plus avant, continua le docteur Santos, mais chaque fois que j'appelais l'établissement, il refusait de me donner des informations. Finalement, j'ai reçu un avertissement de l'ordre des médecins concernant le harcèlement. Je devais penser à ma pratique, à mes autres patients. J'ai abandonné. « Vous m'avez abandonné, » dit Elena, incapable d'empêcher l'amertume de s'insinuer dans sa voix. Le docteur Santos eut l'air honteux. « Eh oui, et je l'ai regretté tous les jours depuis. » Miguel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Mais pourquoi seules certaines personnes peuvent me voir? Pourquoi je n'ai pas grandi ?» Le docteur regarda Miguel avec émerveillement. « Je ne sais pas, mon garçon. Certaines choses dans ce monde ne peuvent pas être expliquées par la science. » Il se tourna vers Elena. « Que ferez-vous maintenant? » « Je vais confronter Béatrice Antunes, » dit Elena fermement. « Je veux savoir pourquoi elle nous a fait ça. » Le docteur Santos eut l'air alarmé. « Faites attention. Si elle était prête à vous séparer de votre fils et à effacer votre identité il y a 15 ans, qui sait ce qu'elle pourrait faire maintenant ?» Elena ressentit une vague de détermination. « Je n'ai plus peur d'elle. Elle m'a déjà pris ma vie une fois. Je ne la laisserai pas recommencer. » De retour à la ferme, Elena rappela Louisa. « J'ai besoin que tu organises une rencontre avec Béatrice Antunes. Dis-lui que je dois discuter de l'investissement de la ferme Santa Clara avec elle. Madame Antunes, vous êtes sûre? Votre tante rencontre rarement quelqu'un ces jours-ci. Elle est assez âgée maintenant. Fais-moi confiance, elle voudra me rencontrer à ce sujet. Dis-lui que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur la propriété. » Après avoir raccroché, Elena sortit pour trouver Miguel. Il était dans le jardin, désherbant autour de ce qui semblait être des rosiers longtemps négligés. « C'étaient les préférés d'Eduardo », expliqua Miguel lorsqu'il la vit la regarder. « Vous les avez plantés après sa mort. » Elena s'agenouilla à côté de lui et commença à l'aider à désherber. «
Miguel, je dois aller à São Paulo pendant un jour ou deux pour parler avec Béatrice. La peur illumina le visage de Miguel. Ne me quitte pas encore. S'il te plaît, je reviendrai, promit Helena. Mais j'ai besoin que tu restes ici avec Dona Conceição pendant mon absence. Il n'est pas sûr que tu viennes avec moi. Vous avez déjà dit ça la dernière fois. La voix de Miguel était faible. Helena ressentit une pointe de tristesse. Comme il a dû être, effrayé toutes ces années, attendant seul. Elle tendit la main et le serra dans ses bras. À son soulagement, il était solide dans ses bras. Je le jure sur ma vie, Miguel, je reviendrai vers toi. Ce soir-là, Dona Conceição arriva pour rester au mas avec Miguel. La vieille femme apporta de la nourriture et des couvertures supplémentaires, s'installant comme si elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. « Faites attention en ville », avertit Helena Dona Conceição. « La famille Antunes a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'amis. »« Je sais », répondit Helena, « mais je connais aussi la vérité. Maintenant, et cela me donne du pouvoir aussi. » Avant de partir le lendemain matin, Helena passa du temps à explorer chaque pièce du mas. Dans ce qui devait être la chambre de Miguel, elle trouva des jouets et des livres exactement comme un enfant les aurait laissés il y a 15 ans. Dans un bureau à domicile, elle découvrit les dessins architecturaux d'Eduardo et une maquette inachevée de ce qui semblait être une extension prévue du mas. Dans son propre placard, elle trouva des vêtements qui correspondaient exactement à ses goûts. Et dans un coffret à bijoux sur la coiffeuse, elle trouva le pendant du collier papillon qu'elle portait toujours. À chaque découverte, de nouveaux souvenirs affluaient, non plus seulement des fragments, mais des scènes entières de sa vie en tant qu'Helena Mendes. Préparer le dîner pendant que Miguel faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Se promener dans la propriété avec Eduardo, au coucher du soleil, planifiant où planter des arbres fruitiers. Les fêtes d'anniversaire, les soirées tranquilles, passées à lire près du feu, les moments ordinaires qui constituaient une vie heureuse. Au moment où elle monta dans sa voiture pour se rendre à São Paulo, Helena était certaine de qui elle était vraiment. La seule question qui restait était de savoir comment Béatrice Antunes avait réussi à lui voler son identité et à la convaincre qu'elle était quelqu'un d'autre. Le trajet jusqu'à São Paulo dura plusieurs heures, donnant à Helena le temps de préparer ce qu'elle dirait à la femme qui avait détruit sa vie. Elle répéta des confrontations dans son esprit, imaginant le choc de Béatrice en la voyant. La vieille femme avouerait-elle face à la vérité, ou nierait-elle tout? Helena avait toujours cru que Béatrice était sa tante qui l'avait élevée, après la mort de ses parents. Elle avait été stricte mais pas méchante, et Helena avait travaillé dans l'entreprise familiale depuis l'université, prenant finalement la relève lorsque Béatrice a pris sa retraite. Leur relation avait été plus professionnelle qu'affectueuse, mais Helena ne l'avait jamais remise en question, jusqu'à maintenant. Le manoir Antunes se trouvait dans l'un des quartiers les plus exclusifs de São Paulo. Helena avait son propre appartement en centre-ville, mais elle avait visité le manoir régulièrement pour les dîners de famille et les réunions d'affaires. En approchant des portes imposantes, elle ressentit un mélange de colère et d'appréhension. « Madame Antunes, bienvenue à la maison », dit le gardien ouvrant le portail. « Votre tante vous attend. Maison. » Le mot semblait faux maintenant. Cela n'avait jamais été sa maison. Béatrice Antunes attendait dans le salon officiel, assise majestueusement dans son fauteuil préféré. À 78 ans, elle était toujours une figure imposante, élégante, aux cheveux argentés, avec des yeux perçants qui ne ratèrent rien. Elle ne se leva pas à l'entrée d'Helena. « Helena, c'est une surprise. Louisa a dit que vous aviez besoin de discuter de votre dernier investissement. » La voix de Béatrice était froide, maîtrisée. Helena resta debout. « Ouais, la ferme de Santa Clara. » Un éclair de quelque chose, de l'inquiétude, de la peur, traversa le visage de Béatrice avant que son expression composée ne revienne. « Ah, oui, une propriété pittoresque. Qu'en est-il ?»« J'y ai rencontré quelqu'un d'intéressant, » dit Helena, regardant attentivement Béatrice. « Un garçon nommé Miguel. » La couleur s'est échappée du visage de Béatrice. Elle tendit la main vers le verre d'eau sur la table à côté d'elle, mais sa main tremblait trop pour le prendre. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Vraiment ? Parce qu'il ressemble exactement à ce qu'il était il y a 15 ans lorsque vous avez organisé notre accident sur ce pont. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. « Vous vous souvenez ? » ?»« Oui, je me souviens, pas tout, mais assez. » Helena fit un pas de plus près. « Je veux savoir pourquoi.
Pourquoi m'avez-vous enlevé à mon fils? Pourquoi m'avez-vous fait croire que j'étais quelqu'un d'autre? Béatrice sembla retrouver une partie de son aplomb. Vous avez toujours été dramatique, Elena, tout comme Eduardo. Ne prononcez pas son nom, lança Elena. Vous n'en avez pas. Droit. J'ai tout le droit. Béatrice se leva soudainement, sa faiblesse disparut. Il était mon fils, mon seul enfant, et vous me l'avez enlevé, lui avez rempli la tête d'idées ridicules sur la vie à la campagne, élevé mon petit-fils comme un paysan. Nous étions heureux là-bas, dit Elena. Eduardo était heureux. Il aurait repris l'entreprise familiale sans vous, siffla Béatrice. Au lieu de cela, il a gaspillé son talent à concevoir des maisons de campagne et des centres communautaires. Vous l'avez ruiné. Alors vous avez essayé de nous tuer? Votre propre petit-fils? Béatrice s'affaissa dans son fauteuil. Ce n'était pas le plan. Vous étiez censé être seul dans la voiture ce soir-là. Miguel était censé rester avec moi. Mais vous avez changé de plan à la dernière minute. Vous avez engagé quelqu'un pour nous faire sortir de la route, dit Elena, le souvenir devenant plus clair. Mais nous avons survécu à l'accident. J'ai sorti Miguel de la voiture. Oui, et ensuite vous avez été toutes les deux commodément emportées par le courant. Quand ils n'ont pas trouvé vos corps, j'ai pensé que c'était un signe, une seconde chance de bien faire les choses. La voix de Béatrice avait pris une qualité lointaine. Quand ils vous ont trouvée inconsciente sur la rive 3 jours plus tard, à des kilomètres en aval, cela semblait trop parfait. Aucune identification, traumatisme crânien sévère, complètement désorienté. Alors vous avez créé une nouvelle identité pour moi. Vous m'avez fait croire que j'étais votre nièce. Béatrice sourit faiblement. Ce n'était pas difficile. Les médecins ont dit que votre amnésie pourrait être permanente à cause du traumatisme. Il suffisait de quelques documents falsifiés, de quelques pots de vin bien placés et d'une histoire soigneusement construite que vous n'avez jamais remise en question. Elle leva les yeux vers Elena. Pendant 15 ans, vous avez été exactement celle dont j'avais besoin, l'héritière parfaite de l'Empire Antunes. Et mon fils? Vous vous êtes déjà demandé ce qui lui était arrivé? Bien sûr que oui, s'écria Béatrice. J'ai eu des gens qui ont cherché pendant des mois. Quand ils n'ont rien trouvé, j'ai dû accepter qu'il était parti. Sa voix s'adoucit. Je l'ai pleuré, Elena. Quoi que vous puissiez penser de moi, j'aimais mon petit-fils. Il m'attend depuis tout ce temps, dit Elena, seule à la ferme. Béatrice la regarda vivement. Ce n'est pas possible, personne ne pourrait survivre. Allez voir par vous-même, interrompit Elena. Il est là, exactement, comme il était il y a 15 ans. Vous vous attendez à ce que je croie aux fantômes? Se moqua Béatrice. Je me fiche de ce que vous croyez. La vérité était que vous avez échoué. Vous ne nous avez pas détruits. Et maintenant, je reprends ma vie. Ma vraie vie. L'expression de Béatrice se durcit. Et qu'en est-il d'Antunes Developments? L'entreprise que vous avez transformée en l'une des plus importantes du Brésil. Envisagez-vous d'abandonner tout cela pour une ferme délabrée et un enfant qui peut ou non naître réel? Elena n'avait pas pensé à cela. L'entreprise employait des centaines de personnes. Elle avait des responsabilités, des projets, en cours des engagements. Je trouverai une solution, dit-elle enfin. Mais j'en ai fini d'être Elena Antunes. Alors qu'elle se retournait pour partir, Béatrice appela. Il ne vieillira pas, vous savez. Quoi que ce soit qu'il ait gardé à la ferme toutes ces années, fantôme, miracle, appelez ça comme vous voulez, il aura toujours 10 ans. Pouvez-vous vivre avec ça? Vous voir vieillir pendant qu'il reste figé dans le temps? Elena s'arrêta à la porte. Je trouverai un moyen de briser le sort qui le frappe. Mais même si je ne peux pas, je préférerais passer ma vie avec mon fils tel qu'il est que vivre un autre jour dans ce mensonge que vous avez créé. De retour dans sa voiture, Elena prit une profonde inspiration. La confrontation s'était déroulée différemment de ce qu'elle avait prévu. Elle s'attendait à un déni, peut-être même à des menaces. Au lieu de cela, Béatrice avait tout avoué avec un calme presque étrange. Alors qu'Elena rentrait vers la ferme, son téléphone sonna. C'était Louisa. « Madame Antunes, je viens de recevoir un appel de l'avocat de votre tante. Elle a demandé une réunion du conseil d'administration en urgence demain matin. Quelque chose concernant le transfert du contrôle de la société. » Elena fronça les sourcils. A-t-elle dit pourquoi? Non, mais elle avait l'air différente, presque résignée. Revenez-vous au bureau aujourd'hui. Elena pensa à Miguel qui l'attendait à la ferme, à la vie qui lui avait été volée.
Non, Louisa, je rentre chez moi. Alors que la ville s'éloignait derrière elle et que la campagne s'ouvrait devant, Elena sentit une sensation de paix s'installer en elle. Quels que soient les défis à venir, expliquer au monde qui elle était vraiment, comprendre ce qui était arrivé à Miguel, reconstruire sa vie à Santa Clara, elle les affronterait. Elle avait survécu à 15 ans de vie d'une autre. Personne. Elle pouvait survivre à n'importe quoi, mais en arrivant à la ferme, Elena vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des voitures de police aux gyrophares étaient garées devant la maison. Une ambulance se trouvait à proximité, et Donna Conceição était conduite vers l'une des voitures de police, menottée. Elena freina brusquement et sauta hors de sa voiture. « Que se passe-t-il? Où est Miguel ?» Un policier s'avança. « Madame, veuillez rester en arrière. Nous enquêtons sur un enlèvement signalé. »« Enlèvement? Il n'y a pas d'enlèvement. Je suis Elena, c'est ma propriété. » Elena. « Antunes ?» demanda l'agent, consultant son bloc-notes. « Nous avons reçu un appel de Béatrice Antunes affirmant que sa propriété avait été envahie et qu'une femme du coin retenait illégalement un enfant. » Elena sentit son cœur battre la chamade. « Où est l'enfant? Où est Miguel ?» L'agent sembla confus. « Il n'y a pas d'enfant, madame. Nous avons fouillé toute la propriété. Il n'y a que la vieille femme et elle ne cesse de parler d'un fantôme. » Elena le poussa et courut vers la maison, appelant Miguel. Elle fouilla toutes les pièces, la grange, les jardins. Il n'était nulle part. Quand elle retourna dans la cour, Donna Conceição était mise dans la voiture de police. Conceição. « Où est Miguel ?» cria Elena désespérément. La vieille femme la regarda les yeux emplis de larmes. « Il a disparu quand ils sont arrivés. Il avait peur. Je ne sais pas où il est allé. » Alors que la voiture de police s'éloignait avec Conceição, Elena se tenait devant le corps de ferme. Une terrible réalisation l'envahissait. Béatrice avait agi trop calmement lors de leur confrontation. Elle devait avoir appelé la police immédiatement après le départ d'Elena. Mais pire que ça, Miguel avait disparu. Au moment même où Elena avait enfin retrouvé la mémoire, au moment même où elle avait promis de ne plus jamais le quitter, il avait disparu. Le soleil se couchait sur la ferme de Santa Clara alors qu'Elena s'effondrait à genoux dans la terre, les larmes coulant sur son visage. « Miguel !» cria-t-elle dans les ténèbres qui s'épaississaient. « Je suis rentrée, je me souviens de tout. S'il te plaît, reviens. » Seul le silence lui répondit. La nuit tomba sur la ferme de Santa Clara, apportant avec elle une douce pluie qui s'accordait aux larmes d'Elena. Elle resta sur le perron, enveloppée d'une couverture, regardant les ténèbres et appelant Miguel jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Les policiers étaient partis depuis longtemps, emportant Donna Conceição malgré les protestations d'Elena. « Je vais te faire sortir », avait-elle promis à la vieille femme. « Dis-moi juste où Miguel pourrait être allé. » Conceição avait secoué tristement la tête. Il ne quitte jamais la ferme. Jamais. Maintenant, alors que minuit approchait, Elena luttait contre l'épuisement et le désespoir. La ferme derrière elle semblait vide d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme si la présence de Miguel lui avait donné vie même quand elle ne pouvait pas le voir. Son téléphone sonna. Louisa encore. Elena envisagea de l'ignorer mais répondit finalement. « Madame Antunes, je suis désolée de vous déranger si tard, mais les choses vont vite, » dit Louisa, la voix tendue. « Votre tante a convoqué une conférence de presse d'urgence pour demain matin. La rumeur dit qu'elle va annoncer votre crise mentale. » Elena se redressa. « Quoi? Je l'ai entendu au téléphone avec son avocat. Ils prétendent que vous avez eu une sorte d'épisode psychotique, que vous êtes délirante, que vous parlez de fantômes et d'identités volées. Ils ont l'intention de vous faire déclarer incompétente mentale. » Une colère froide remplaça la tristesse d'Elena. « Bien sûr qu'elle le fait. Elle ne peut pas prendre le risque que je dise la vérité. Il y a autre chose, » continua Louisa. « J'ai enquêté sur le docteur Victor Santos, comme vous me l'avez demandé. Il y a 15 ans, juste après avoir signé ses certificats de décès, il a reçu une subvention importante pour sa clinique de la fondation Antunes. Et le chef de la police qui a mené l'enquête sur votre accident, il a pris sa retraite soudainement 1 mois plus tard, a déménagé au Portugal avec une nouvelle fortune mystérieuse. Elle les a tous achetés, murmura Elena. Que dois-je faire? Demanda Louisa. Dois-je vous appeler un avocat? Elena réfléchit rapidement. Non, laisse Béatrice croire qu'elle gagne. J'ai besoin de temps pour trouver Miguel. Après avoir raccroché, Elena retourna dans la ferme.
Si Miguel était vraiment lié à cet endroit comme le croyait Conceição, alors il devait encore être quelque part ici, caché. Elle alla dans sa chambre et s'assit sur son petit lit. « Miguel », appela-t-elle doucement. « Il n'y a plus que moi maintenant. Tout le monde est parti, tu peux sortir. » Elena regarda autour de la pièce. Les soldats de plomb alignés sur la commode, les livres sur l'étagère, les dessins épinglés au mur. Un dessin attira son attention, une image grossière mais reconnaissable de la ferme, avec une petite structure derrière la maison principale qu'Elena ne reconnaissait pas. Elle prit le dessin du mur et l'examina. Il montrait un minuscule bâtiment près du ruisseau qui coulait le long de l'arrière de la propriété. Elena avait marché sur ces terrains plus tôt, mais n'avait remarqué aucune structure de ce genre. Prenant une lampe de poche, elle se précipita dehors malgré la pluie. Le faisceau coupait les ténèbres alors qu'elle passait devant la grange et à travers les champs envahis par la végétation. Le ruisseau était gonflé par l'eau de pluie, se précipitant sur les rochers et les branches tombaient. Et là, presque cachée par de hautes herbes et des buissons sauvages, se trouvait une petite maison de jeu. Elle était vieille et couverte de lianes, mais clairement construite avec soin, probablement par Eduardo pour son fils. « Miguel » appela Elena, s'approchant lentement. « Es-tu là-dedans » Aucune réponse ne vint, mais Elena remarqua une faible lueur de l'intérieur, comme une petite bougie ou une lampe de poche. Le cœur battant, elle s'accroupit pour regarder à travers la minuscule porte. À l'intérieur, blotti dans un coin avec une petite lanterne à pile, se trouvait Miguel. Ses yeux étaient rouges de larmes, ses vêtements humides à cause de la pluie. « Miguel » s'exclama Elena soulagée. « Je t'ai cherché partout. » Le garçon leva les yeux, l'expression méfiante. « Ils ont emmené Dona Conceição. Je sais, mon chéri, je vais l'aider, je te le promets. Mais en ce moment, j'étais tellement inquiète pour toi. » Elena tendit la main. « S'il te plaît, reviens à la maison avec moi. » Miguel hésita. « Elle nous a trouvés, n'est-ce pas? La méchante dame de São Paulo. » Elena hocha la tête d'un air sombre. « Oui, mais je ne vais pas la laisser nous faire du mal à nouveau. C'est à cause d'elle que tu n'es pas revenu. Pendant si longtemps ?» dit Miguel, la voix faible. « Elle t'a enlevé. »« Oui, c'est vrai. Mais je suis de retour maintenant et je me souviens de tout. » Elena sentit de nouveau les larmes monter aux yeux. « Je me souviens de toi, Miguel. Je me souviens de notre vie ici. Et je ne te quitterai plus jamais. » Lentement, Miguel rampa vers elle. Lorsqu'il atteignit l'embrasure de la porte, il se jeta dans ses bras avec une telle force qu'Elena faillit tomber en arrière. Son petit corps était solide et chaud contre le sien, et elle le serra fort comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « J'avais tellement peur, » murmura-t-il contre son épaule. « Moi aussi, » admit Elena. « Mais nous sommes ensemble maintenant. Rentrez à la maison. » De retour au mas, Elena aida Miguel à enfiler des vêtements secs et leur prépara du chocolat chaud. Assis à la table de la cuisine, Elena expliqua tout ce qu'elle avait appris, le plan de Béatrice, son identité perdue, les années qu'elle savait passer à vivre un mensonge. « Et maintenant, elle veut faire croire à tout le monde que je suis folle, » conclut Elena, « pour pouvoir continuer à contrôler l'entreprise et me tenir éloigné de toi. » Miguel fronça les sourcils, remuant pensivement son chocolat chaud. « Qu'allons-nous faire ?» Elena sourit à son utilisation du « nous ». D'abord, nous devons faire sortir Dona Conceição de prison. Ensuite, nous devons prouver qui je suis vraiment et ce que Béatrice a fait. « Mais comment ?» demanda Miguel. « Tu as dit que Béatrice avait beaucoup d'argent et des amis importants. »« Oui, mais nous avons quelque chose de plus puissant, » dit Elena. « La vérité. » Tôt le lendemain matin, Elena entra en ville avec Miguel, caché sous une couverture sur la banquette arrière. Son premier arrêt fut le commissariat local où elle demanda à voir Dona Conceição. « Je suis désolé, mademoiselle Antunes, » dit le sergent de service, « mais la prisonnière a déjà été transférée à São Paulo. Ordre du parquet d'État. » Le cœur d'Elena s'alourdit. L'influence de Béatrice était déjà à l'œuvre. « Pouvez-vous au moins me dire de quoi elle est accusée? Violation de propriété, trouble à l'ordre public et... » Le sergent consulta son ordinateur. « Tentative d'enlèvement d'un mineur. Mais aucun enfant n'a été retrouvé. » protesta Elena. Le sergent haussa les épaules. « Au-dessus de mes compétences, madame. Vous devriez vous adresser au procureur de São Paulo. » De retour dans la voiture, Elena ressentit un sentiment d'urgence croissant. « Changement de plan, » dit-elle à Miguel. « Nous devons aller à São Paulo immédiatement. » « Mais qu'en est-il de la méchante dame ?»
demanda Miguel, jetant un coup d'œil dessous la couverture. Parfois, le seul moyen de dépasser un ennemi, c'est de le traverser directement, dit Elena en démarrant la voiture. Nous allons faire échouer la conférence de presse de Béatrice. Pendant le trajet, Elena appela le docteur Santos et lui expliqua son plan. Le médecin accepta de les rencontrer à São Paulo avec des copies de ses dossiers de 15 ans plus tôt. Elle a également appelé un ancien collègue du journal, quelqu'un qu'elle avait aidé une fois pour une histoire exclusive. « Ricardo, j'ai la plus grande histoire de ta carrière, lui dit-elle. Mais tu dois envoyer un photographe au siège d'Antunes avant midi aujourd'hui. » En approchant de la ville, Elena se gara dans le parking d'un centre commercial. « Nous devons te trouver de nouveaux vêtements, » dit-elle à Miguel. « Quelque chose qui ne te fera pas remarquer. » À l'intérieur, elle acheta rapidement un jean, un sweat à capuche et une casquette de baseball pour Miguel, ainsi que des lunettes de soleil pour partiellement masquer son visage. Alors qu'ils traversaient le centre commercial, Elena remarqua comment Miguel regardait avec émerveillement tout ce qu'il voyait. Les escaliers mécaniques, les vitrines des magasins d'électronique, la cour de restauration. « Tout est tellement différent, » murmura-t-il. « Le monde a changé pendant que j'attendais. » Elena lui serra la main. « Nous avons beaucoup de rattrapage à faire. » Ils arrivèrent au siège d'Antunes Developments avec 30 minutes d'avance avant la conférence de presse. La sécurité était renforcée, les gardes vérifiant les pièces d'identité à l'entrée, mais Elena connaissait un autre moyen d'entrer, par le garage où sa place de parking était toujours disponible. « Reste près de moi », dit-elle à Miguel alors qu'il pénétrait dans le bâtiment par une entrée de service. « Et garde ta casquette basse. » Utilisant sa carte-clé toujours active, Elena les emmena dans l'ascenseur de service jusqu'au étage de direction. Elle pouvait entendre l'activité dans la salle de conférence principale. Les techniciens installaient les microphones, les journalistes prenaient place. Le docteur Santos les attendait dans le bureau vide voisin, l'air nerveux mais déterminé. « J'ai tout apporté », dit-il en remettant à Elena un gros dossier. Dossiers médicaux, certificat de décès, correspondance avec Béatrice de 15 ans plus tôt. J'ai également contacté un collègue qui travaillait à l'établissement psychiatrique où vous étiez détenu. Il envoie des documents confirmant que vous avez été admise sous l'autorité de Béatrice. Elena hocha la tête avec gratitude. Merci de l'avoir fait. Je sais que cela vous expose à des risques. Le docteur Santos s'agenouilla pour « Regardez, Miguel. Votre mère a toujours dit que vous aviez le courage de votre père. Je pense qu'elle avait raison. » Miguel sourit timidement, restant près d'Elena. « Il est presque temps, » dit Elena en regardant sa montre. « Docteur, Santos, entrez en premier et trouvez. Une place. Miguel et moi attendrons le bon moment. » À travers la mince cloison, il pouvait entendre le début de la conférence de presse. La voix de Béatrice, amplifiée par les microphones, sonnait forte et douloureuse alors qu'elle s'adressait à la foule. « Je vous remercie tous d'être venus si rapidement. J'ai une annonce difficile à faire aujourd'hui. Ma nièce, Elena Antunes, la PDG de cette société, a souffert de graves problèmes de santé mentale qui nécessitent une attention immédiate. » Elena prit une grande inspiration et regarda Miguel. « Prêt ?» Il hocha la tête, son petit visage déterminé. Ensemble, ils entrèrent dans la salle de conférence par la porte latérale. Un silence tomba sur les journalistes rassemblés alors qu'Elena se dirigeait avec assurance vers le pupitre où se tenait Béatrice. Le visage de la femme âgée pâlit lorsqu'elle les vit. « Je m'excuse de vous interrompre, » dit Elena, dans le microphone, « mais je crois que mademoiselle Antunes a été mal informée sur ma santé mentale. » Béatrice se remit rapidement. « Elena, ma chère, tu ne devrais pas être là. Tu as besoin d'aide. »« Ce dont j'ai besoin, » dit Elena fermement, « c'est de la vérité. Et ces gens aussi. » Elle fit un geste vers les journalistes qui regardaient avec une attention fascinée, beaucoup enregistrant ou prenant des photos. « Mesdames et messieurs, mon nom n'est pas Elena Antunes, c'est Elena Mendes. Il y a 15 ans, j'ai été délibérément poussée d'un pont avec mon fils Miguel. » Elle posa sa main sur l'épaule de Miguel. « Nous avons survécu, mais j'ai été retrouvée amnésique. Béatrice Antunes, qui m'avait menacé la veille, au sujet d'un différend successoral concernant la succession de son défunt fils, a saisi l'occasion. Elle m'a fait déclarer morte, a créé une nouvelle identité pour moi en tant que sa nièce et m'a contrôlé, moi et la fortune de mon défunt mari depuis. » Des murmures parcoururent à la foule. Les appareils photos flashèrent.
Beatriz essaya de reprendre le microphone, mais Elena resta ferme. « J'ai des documents pour prouver tout ce que je dis », continua Elena. « Dossiers médicaux, certificats, de décès falsifiés, témoins qui ont été soudoyés pour fermer les yeux. » Elle hocha la tête en direction du docteur Santos, qui se leva dans le public. « Et j'ai quelque chose d'encore plus convaincant. Mon fils, Miguel, qui m'attendait depuis 15 ans, pour que je me souvienne de qui je suis et que je rentre à la maison. » À ces mots, elle retira doucement la casquette et les lunettes de soleil de Miguel. Le garçon regarda la foule, son visage un miroir des photos qui avaient été montrées du Miguel Méndez décédé. Lors de l'enquête, il y a des années, l'avocat de Beatriz se précipita à ses côtés, lui chuchotant à l'oreille avec urgence. Beatriz le repoussa. « C'est absurde, » lança-t-elle. « Ce garçon ne peut pas être Miguel Méndez. Cet enfant aurait 25 ans aujourd'hui. » « Et pourtant, il est là, » dit Elena calmement, « exactement comme il était le soir où vous avez essayé de nous tuer. Peut-être y a-t-il des choses dans ce monde que même votre argent et votre influence ne peuvent pas contrôler, Beatriz. » Un journaliste se leva. « Mademoiselle Méndez ou Antunes, dites-vous que ce garçon n'a pas vieilli en 15 ans. Comment est-ce possible ?» Elena croisa le regard du journaliste d'un air résolu. « Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais je sais ce qui est vrai. Je suis Elena Méndez et mon fils Miguel. Et nous avons été victimes d'un crime orchestré par Beatriz Antunes. » Une autre journaliste leva la main. « Si ce que vous dites est vrai, pourquoi vous manifestez maintenant? Pourquoi pas il y a des années? » « Parce que jusqu'à il y a quelques jours, je n'avais aucun souvenir de ma véritable identité, » expliqua Elena. « Lorsque j'ai acheté la ferme de Santa Clara, où je vivais avec mon fils, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai commencé à me souvenir. Et Miguel, qui était là tout ce temps, m'a aidé à reconstituer la vérité. » La salle explosa de questions. Dans le chaos, Elena vit Beatriz être escortée par une porte latérale par son avocat et son équipe de sécurité. Elle ne fit aucun geste pour les arrêter. La justice viendrait, mais ce n'était pas le plus important pour le moment. Elena s'agenouilla au niveau de Miguel. « Tu as été formidable, » murmura-t-elle. « Ça va ?» Il hocha la tête, les yeux grands ouverts en observant la foule d'étrangers. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, nous allons aider Dona Conceição, » dit Elena. « Et puis, nous rentrons à la maison. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Elena domina les informations. Les experts médicaux étaient déconcertés par l'état de Miguel. Les responsables religieux ont appelé cela un miracle. Les scientifiques ont proposé des théories sur les anomalies temporelles et les phénomènes psychologiques. Mais pour Elena, la seule chose qui importait était qu'elle avait retrouvé son fils. Dona Conceição a été libérée de sa garde. À vue, toutes les charges étant abandonnées. L'enquête sur Beatriz Antunes et ses co-conspirateurs a progressé, les preuves de son stratagème élaboré s'accumulant quotidiennement. La vieille femme a été placée en résidence surveillée en attendant son procès, son empire s'effondrant autour d'elle. Quant à Elena, elle a nommé Luisa PDG intérimaire d'Antunes Developments et a annoncé son intention de rendre à l'entreprise son nom légitime, Méndez Architectural Group, comme Eduardo l'avait initialement fondé. Les membres du conseil d'administration, choqués par le scandale mais impressionnés par la détermination d'Elena, ont accepté à contre-cœur la transition. Un mois après la conférence de presse, Elena et Miguel se tenaient sur le perron de la ferme de Santa Clara, désormais restaurée dans sa beauté d'antan. Les jardins fleurissaient à nouveau, les clôtures étaient réparées, les pièces étaient remplies de lumière et de vie. « Penses-tu que je grandirai un jour ?» demanda Miguel en regardant ensemble le coucher de soleil. Elena passa son bras autour de ses épaules. « Je ne sais pas, mon chéri, mais quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. »« J'aime ici, » dit Miguel. « Je suis content que tu sois revenu. »« Moi aussi, » dit Elena doucement. « Je regrette juste que cela ait pris autant de temps. » Ce soir-là, après que Miguel soit allé se coucher, Elena s'assit dans le vieux bureau d'Eduardo, regardant ses dessins. Parmi eux, elle trouva des plans pour une extension de la maison qui n'avait jamais été construite. Un grand espace de studio avec des murs de fenêtres donnant sur la campagne. « Je vais le construire pour toi, » murmura-t-elle en touchant doucement le papier, « exactement comme tu l'as conçu. » Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, la vie à Santa Clara s'est installée dans un nouveau rythme. Miguel a commencé à aller à l'école,
En ville, un défi nécessitant des explications et une documentation minutieuse, mais rendu possible par l'influence désormais considérable d'Elena. Les enseignants étaient émerveillés par son intelligence et son adaptabilité, bien qu'ils aient remarqué qu'il faisait parfois référence à des choses datant de 15 ans, comme si elles s'étaient produites hier. Les médecins ont continué à étudier l'état de Miguel, effectuant des tests et des examens, mais n'ont rien trouvé d'inhabituel sur le plan médical. C'était un garçon en bonne santé de 10 ans à tout point de vue, sauf que le temps semblait s'être figé pour lui le soir de l'accident. Le docteur Santos est devenu un visiteur régulier de la ferme, en partie pour surveiller la santé de Miguel, mais surtout parce qu'il s'était attaché à eux deux, qu'il apportait des revues médicales avec des théories sur l'état de Miguel, bien qu'aucune ne semble l'expliquer pleinement. Parfois, l'univers enfreint ses propres règles, dit-il à Elena un soir, alors qu'il regardait Miguel jouer, avec un chiot qu'Elena avait adopté pour lui. La science ne peut pas tout expliquer. 6 mois après son retour à Santa Clara, Elena a organisé une cérémonie commémorative pour Eduardo. Elle a invité ses vieux amis et collègues, mais pas sa famille. Ensemble, ils ont planté une forêt d'arbres près du ruisseau, un pour chaque année depuis sa mort. Alors que le dernier arbre était mis en terre, Miguel s'avança avec quelque chose dans les mains, une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée à l'école. « Je veux enterrer ça avec les arbres, » dit-il, « pour papa. » Elena hocha la tête, regardant Miguel creuser soigneusement un petit trou entre 2 jeunes arbres et placer la boîte à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda-t-elle doucement. « Des souvenirs, » dit simplement Miguel. « Des choses dont je veux me souvenir à son sujet, même si je vis 100 ans. » Ce soir-là, Elena s'est réveillée à un bruit étrange. Se levant du lit, elle le suivit jusqu'à la chambre de Miguel. Le garçon était assis dans son lit, pleurant doucement. « Miguel, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elena se précipita à ses côtés. « J'ai fait un rêve, » sanglota-t-il. « À propos de l'accident. » Elena s'assit à côté de lui, le serrant fort. « Ça va, ce n'était qu'un rêve. »« Non, ce n'était pas ça, » insista Miguel. « Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais oublié avant. Après que nous soyons tombés dans la rivière, lorsque le courant nous a séparés, j'ai vu une lumière sous l'eau. C'était si lumineux et chaud. Une voix m'a dit que je devais t'attendre, que tu reviendrais un jour. Elle a dit que le temps ne me toucherait pas jusqu'à ce que tu reviennes. » Elena sentit des frissons lui parcourir les bras. « Qu'a dit d'autre là ?»« Vois !» Miguel essuya ses larmes. « Elle a dit qu'une fois que tu serais revenu et que tu te serais souvenu de tout, j'aurais le choix. Je pouvais rester comme je suis, ou je pouvais commencer à grandir à nouveau. »« Et qu'est-ce que tu veux ?» demanda doucement Elena. Miguel réfléchit longuement. « Je veux grandir, dit-il finalement. Je veux voir ce qui se passe ensuite. » Elena le tint jusqu'à ce qu'il se rendorme. Le matin, elle n'était pas sûre qu'il s'agissait d'une vraie conversation ou d'un rêve. À elle, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose de différent chez Miguel au petit déjeuner. Rien qu'elle ne puisse exactement désigner. Juste un changement subtil dans sa façon de se tenir, le regard dans ses yeux. Un an jour pour jour après le retour d'Elena à la ferme, ils ont organisé une petite fête pour célébrer. Donna Conceição est venue avec son célèbre gâteau au chocolat. Le docteur Santos a amené sa nouvelle épouse, une femme gentille qui enseignait à l'école locale. Luisa est arrivée de São Paulo avec la nouvelle que Béatrice avait accepté un accord de plaidoyer, avouant tout en échange d'une résidence surveillée plutôt que de la prison en raison de son âge et de sa santé défaillante. Au crépuscule, qui s'abattait sur la ferme, Elena trouva Miguel assis sur les marches du perron, pensif. « Joyeux anniversaire », dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Penses-tu que nous saurons jamais pourquoi cela s'est produit ?» demanda Miguel. « Pourquoi je n'ai pas grandi pendant ton absence? Pourquoi tu as tout oublié ?» Elena réfléchit attentivement à la question. Certains mystères n'ont pas de réponse que nous pouvons comprendre, mais je pense que cela s'est peut-être produit parce que notre lien était trop fort pour être brisé, même par la mort ou la perte de mémoire. L'amour a trouvé un moyen de nous maintenir ensemble, même lorsque tout le reste a essayé de nous séparer. Miguel s'appuya contre son épaule. « Je me suis mesuré ce matin, » dit-il nonchalamment. « Je suis 1 centimètre plus grand que le mois dernier. » Le cœur d'Elena fit un bond. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Et j'ai trouvé une dent branlante hier. » Les larmes remplirent les yeux d'Elena alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. «
Quel que soit le miracle qui avait préservé Miguel, le maintenant figé dans le temps jusqu'au retour de sa mère, semblait doucement relâcher son emprise. Il grandissait à nouveau, vivait à nouveau, allait de l'avant. Ce soir-là, après, que tout le monde soit parti et que Miguel soit endormi, Elena a traversé la ferme silencieuse. Dans chaque pièce se trouvaient des souvenirs, à la fois les anciens qu'elle avait retrouvés et les nouveaux qu'ils créaient ensemble. Le passé et le présent tissés ensemble comme le motif complexe d'une couverture préférée. Sur le perron, Elena leva les yeux vers le ciel étoilé. Les mêmes étoiles qui avaient veillé sur cette ferme pendant des générations, qui avaient été témoins de sa perte et de son retour, et qui verraient maintenant son fils grandir après. « Tout, merci !» murmura-t-elle à la force divine ou autre qui avait protégé son fils pendant ces années perdues. « Merci de nous avoir donné une seconde chance. » De l'intérieur de la maison, on entendait le tic-tac doux de la pendule du couloir, marquant les secondes, les minutes, les heures de leur nouvelle vie ensemble. Le temps qui s'était arrêté pour un garçon fidèle attendant le retour de sa mère avançait à nouveau à la ferme de Santa Clara. Et Elena, qui avait retrouvé son chemin après 15 ans perdu dans une vie qui n'était pas la sienne, se sentait enfin en paix. Miguel, le gardien de la ferme, avait tenu sa promesse. Il avait fidèlement attendu le retour de sa mère et maintenant, ils affronteraient ensemble l'avenir, un jour à la fois. Fin.